Vous écoutez rmiinfo.com. Regarde ailleurs Avec Saïdouane. Bonsoir et bienvenue dans Regarde ailleurs, l'émission consacrée à la Mauritanie et sa diaspora. Avec au sommaire de Riyam Actu, la création du Conseil représentatif des Mauritaniens de France. Nous joindrons Abdul Aziz Sow, l'un des initiateurs de cette future structure, pour faire le point. Le film Retour sans cimetière de Djibril Diaw, prix spécial du jury au Doc Afrique à Lille. Le festival littéraire Traversée Mauritanie vient de se clôturer à Nouakchott et à Nouadhibou. Nous en parlerons également avec Seta Camara après ce sommaire. Notre invité, Souleymane Niang, le président du mouvement autonome pour le progrès, ce mouvement politique formé uniquement ou quasi uniquement de jeunes très actifs en France, est implanté depuis récemment en Mauritanie. Quelle nouveauté incarne-t-il? Comment se situe-t-il sur l'échiquier politique du pays? Quel est leur projet pour la Mauritanie? Face à Souleymane Niang, Bassouley, ensemble, nous reviendrons sur l'actualité du pays, mais aussi sur les projets du MAP. Aujourd'hui, exceptionnellement, pas d'actu des réseaux sociaux, en place et lieu l'interro de Regarde ailleurs pour notre invité Souleymane Niang. Vous en savez tout pour le sommaire, vous pouvez d'ores et déjà réagir sur la page Facebook de notre émission, Regarde ailleurs sur rmiinfo.com, mais aussi avec le hashtag RA. Tout de suite, place à l'actu RIM avec Seta Camara. Seta, bonsoir. Bonsoir Seydou. Le Conseil représentatif des Mauritaniens de France verra bientôt le jour. Le rendez-vous est donné le 7 février 2015 à 2h30 à l'hôtel Holiday qui se situe à Porte de Clichy pour une assemblée constitutive. Alors, qui sont attendus et quel sera entre autres le rôle de ce conseil? Monsieur Sow Abdoulaziz, qui est l'un des initiateurs, nous Abdul Aziz Sow, bonsoir. Bonsoir. Vous faites partie de ceux qui ont lancé un appel pour la création du Conseil représentatif des Mauritaniens de France. Qui êtes-vous, c'est-à-dire cette structure qui vient de lancer cet appel? Oui, nous sommes une association qui s'appelle Mauritanie France, et donc nous avons lancé cet appel pour fédérer un peu toutes les associations mauritaniennes qui se trouvent en France, au sein d'une seule organisation. Qui attendez-vous? Uniquement des associations ou également des mouvements politiques comme le MAP que nous recevons ce soir dans Regarde ailleurs? Alors nous attendons essentiellement uniquement des associations, donc des associations loi 1901, et pas des partis politiques. Pas de partis politiques au sein de ce conseil. Quel sera le rôle du Conseil représentatif des Mauritaniens de France? Alors, il aura un rôle très important parce qu'il sera l'interlocuteur unique de la chancellerie ici et des autorités mauritaniennes à Nouakchott, puisqu'il y a un ministère des Mauritaniens de l'étranger, un peu à l'image de ce que les Maliens ont fait, ou les Sénégalais, ou même les Marocains ou les Tunisiens. Voilà, donc nous avons voulu nous aussi nous doter d'un conseil représentatif. La chancellerie ou l'ambassade, vous en parlez tout à l'heure. On sait que le rôle d'une ambassade, c'est d'abord et avant tout défendre les intérêts d'un pays et de ses citoyens dans un pays tiers. Est-ce qu'il y a des manquements de ce côté pour qu'il y ait besoin aujourd'hui de créer ce conseil? Bon, je ne sais pas s'il y a eu des manquements ou pas. Effectivement, comme vous l'avez rappelé, une chancellerie elle est là pour représenter le pays et aussi s'occuper des problèmes des ressortissants de ce pays dans le pays tiers où il se trouve. Donc nous, ce que nous avions remarqué, c'est qu'il y a une multitude d'associations et de personnes qui se présentent à l'ambassade pour être reçues. Et on s'est dit, mais tiens, pourquoi ne pas fédérer tout ce monde-là au sein d'une même structure et qui va être le porte-voix et porter les doléances auprès de l'ambassade qui va relayer au niveau des autorités de la Mauritanie. Donc voilà, je crois que ça marchera mieux ainsi que si chacun vient de son côté pour plaider pour sa chapelle. Je rappelle que l'Assemblée constitutive donc, aura lieu le 7 février 2015, ici à Paris, à Clichy exactement. Ousmane Abdoulaziz Sow, merci. Merci de m'avoir écouté. Voilà, donc c'était Abdoulaziz Sow, qui est membre de l'association Mauritanie France, l'un des initiateurs du Conseil représentatif des Mauritaniens de France. Cinéma à présent, Retour sans cimetière gagne le prix spécial du jury à Lille. Alors, c'est au festival cinématographique Doc Afrique le 13 décembre dernier. Djibril Diaw, le réalisateur, a dédié son prix
à tous les Mauritaniens et a répondu aux questions de Regard d'ailleurs. Djibril Diaw, bonsoir. Bonsoir. Vous venez de recevoir le prix spécial du jury du festival Doc Afrique pour votre film Retour sans cimetière. Donnaï, le village dont il est question dans ce film, traite de la spoliation des terres de la vallée du fleuve. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus pour nos auditeurs qui ne seraient pas au fait de ce qui se passe en Mauritanie exactement? Alors bonsoir et merci de m'avoir invité sur votre émission Regard d'ailleurs. C'est un grand plaisir de parler sur vos ondes. Merci. Alors par rapport à cette question de film sur la spoliation des terres en Mauritanie, c'est justement suite à un constat qui se passe depuis le retour justement des rapatriés, retour officiel depuis 2009, qui se sont réinstallés, certains ont été réinstallés dans leur lieu d'habitation ancien, d'autres non. Et ce constat est finalement parti d'après avoir fait le film 1989 et d'avoir vu un peu comment les choses se sont passées. Je me suis dit qu'il fallait peut-être un peu accompagner aussi ce retour, voir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait. Et donc, voilà pourquoi je me suis intéressé à ce sujet-là. Et par la suite, j'ai découvert le village de Donnaï, qui est un village qui a un cas exceptionnel par rapport à plus de 40 et quelques villages qui aujourd'hui ont déposé des dossiers de contestation aussi par rapport à la récupération de leurs terres. Mais ce qui faisait la particularité de ce film, surtout du village de Donnaï, oui. Non seulement parce qu'il y a une spoliation des terres, ce qui est vraiment à l'origine aussi de ce film, mais c'est aussi le laisser aller jusqu'à récupérer ou priver une population de son cimetière qui aujourd'hui est obligée d'enterrer ses morts dans un autre pays qui est le Sénégal. Donc voilà ce qui a le plus attiré mon attention et pourquoi j'ai décidé de tourner ce film pour quand même... Je précise, d'où le titre du film Retour sans frontières, sans cimetière. Retour sans cimetière, exactement, c'est le titre du film. Voilà, donc j'ai décidé de traiter cette question afin de faire un petit signal quand même par rapport à se laisser aller qui peut poser vraiment problème sur la question de cohésion sociale. Oui, justement, parlons des questions qui peuvent éventuellement fâcher. Pensez-vous qu'aujourd'hui, le rôle du cinéma documentaire notamment est de poser des questions qui peuvent être problématiques et éventuellement de proposer des solutions? Oui, je pense exactement ce qu'il faut d'abord, c'est d'accepter son histoire et d'accepter le vécu, d'accepter ce que moi j'appelle le travail de mémoire pour pouvoir dépasser certaines questions et les accepter afin d'en discuter, de trouver une solution. Et je pense qu'aujourd'hui... Ce n'est pas le cas en Mauritanie? Le cinéma documentaire aujourd'hui en Mauritanie peut apporter justement une solution quand on accepte de voir les choses, parce que c'est une réalité, c'est pas des choses que nous inventons en tant que jeunes réalisateurs qui essaient de faire des films, c'est un vécu du quotidien mauritanien que nous essayons de remettre à un plan beaucoup plus visible, afin que les gens puissent se saisir de cette question, la traiter à sa juste valeur et d'éviter le pire. Voilà. Ok, aujourd'hui vous vivez en France par choix, dites-vous, est-ce aussi, ce n'est pas parce que vos films ont pu dans le cas être censurés en Mauritanie, qu'en est-il aujourd'hui? Alors le film 89, c'est vrai qu'il a été censuré de 7 minutes, donc j'ai aussi pas mal d'œuvres qui n'ont pas pu voir jour, mais ma raison d'être là n'est pas aussi censée, n'est pas basée justement parce qu'on a censuré le film. Voilà. Ok, donc il y a quand même une certaine liberté d'expression en Mauritanie aujourd'hui. En tout cas, quoi qu'on puisse dire, il y a quand même une petite, petite lueur. Après, c'est relatif quand on parle de liberté d'expression, c'est vraiment relatif par rapport au contexte actuel. Quand on voit aujourd'hui le milieu audiovisuel, le milieu de la presse, de la radio, quand on parle aujourd'hui de la liberté d'expression, je peux dire que c'est un peu relatif quand même. Donc, très relatif comme liberté d'expression. En tout cas, on vous félicite et on vous remercie d'avoir été sur Regard d'ailleurs, dans Regard d'ailleurs sur rmiinfo.com. Vos films sont disponibles auprès de vous sur votre page Facebook en vous contactant, Baba Diaw sur Facebook, ou également en entrant en contact avec vous. Merci d'avoir été des nôtres et à bientôt. C'est moi qui vous remercie et merci aux très chers auditeurs et bon vent au Regard d'ailleurs. Bon vent à vous, merci. Merci. C'était donc le réalisateur Djibril Diaw.
lauréat du prix spécial du jury au Festival Doc Afrique en France. Pour être tout à fait complète, je signale la sortie en version anglaise du film Mémoire noire d'Ousmane Diagana. Ce film est une adaptation du livre L'Enfer d'Inal. On parle à présent de notre festival littéraire cette fois-ci. Une question, Seydou. Alors, quel est le point commun entre Samir Marzouki, Mohamedan Ould Ahmedou, Sorna Benga, Ousmane Diarra et Myriam Derwish? Ce sont tous des auteurs? Tout à fait. Ils ont tous répondu présents aux rencontres littéraires traversées Mauritanie. Ce festival qui a démarré le 15 décembre s'est achevé hier. Il y avait au programme des ateliers, des tables rondes, conférences, théâtres et expositions à Nouakchott et Nouadhibou. Même si la culture dépasse les frontières, on déplore cependant l'absence d'auteurs mauritaniens ayant publié récemment, comme Abdoulaye Wane ou Zakaria Soumaré. D'autant plus que ces acteurs vivent à l'étranger et que le thème de cette 5e édition des traversées mauritanides était Diaspora entre écriture et identité. C'était Acturim avec Seta Camara. C'était à bientôt. À bientôt. Vous écoutez Regarde d'ailleurs sur rmiinfo.com. Dans un instant, notre invité Souleymane Niang, le président du mouvement autonome pour le progrès. Avant de l'accueillir, je vous propose l'une des voix mauritaniennes qui s'exporte le mieux à l'étranger. Il remplit les salles de concert au Sénégal, au Mali, au Congo, en France et j'en passe. Demba Tandian, puisqu'il s'agit de lui, le représentant de notre si cher Sompundorati, est en tournée en ce moment en Gambie. Demba Tandian dans Tamkoulé. RMIinfo.com. Regarde d'ailleurs. Baba, ke gatelle tunai, na pure muri tunai, tuwa muri tunaya, ke doi konge mukilenga, suwangu manga makanga, ke dali kentingada, atindanga le mineke, atantele minerai, kintele tunaya, na pure muri tunai, tuwa muri tunaya. Vous écoutez Regarde d'ailleurs sur rmiinfo.com. Dans un instant, l'interro de Regarde d'ailleurs face à Souleymane Niang, c'est le président du mouvement autonome pour le progrès. Mais tout de suite, nous allons faire mieux connaissance avec le président de ce mouvement qui s'appelle le MAP, Souleymane Niang. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes informaticien de votre État et le président du mouvement autonome pour le progrès, raison pour laquelle nous vous invitons ici ce soir. Le MAP existe depuis 2009. Qu'est-ce que c'est vraiment comme structure? Est-ce une association, un parti politique, un mouvement ou encore autre chose? Je vous remercie d'abord en fait de m'avoir invité dans votre émission et cela me permet aussi avant tout de vous remercier, de remercier toute votre équipe. Merci. Par rapport à cet espace en fait de dissidence que vous mettez en place pour les Mauritaniens, pour l'évolution de la Mauritanie. Donc, pour revenir sur la question, le MAP est une association à caractère politique, ou un mouvement politique comme vous voulez, qui a été créé en 2009, qui, face aux défis qui incombent aux Mauritaniens, des défis sociaux, des défis politiques, économiques, un certain nombre d'étudiants, essentiellement bien sûr d'étudiants, se sont posés des questions selon lesquelles il faut agir. Agir pour ne pas être complice en fait de l'histoire, agir pour sortir de la Mauritanie des lendemains qui ne sont pas meilleurs. Donc face à cette situation, un certain nombre d'étudiants, nous étions, je pense, 5 ou 6 au départ, constitués d'un cercle de réflexion, on s'est dit que le mouvement, l'association qu'il faut créer, serait une association à caractère politique, capable de penser les défis politiques, économiques et sociaux pour la Mauritanie. Et aussi penser à refonder la Mauritanie, parce que la Mauritanie en tant que telle n'existe pas comme nation.
peut-être comme État, mais comme nation, la Mauritanie n'existe pas jusqu'à présent. Pour vous, la Mauritanie n'existe pas encore, ce qui me permet de parler de l'histoire. Je rappelle que la devise de votre association, le MAP, est réécrire une haute histoire de la Mauritanie. À votre avis, l'histoire aujourd'hui de la Mauritanie, elle est mal écrite. Qu'est-ce que vous proposez concrètement? Effectivement, réécrire une autre histoire, ça sous-entend revenir sur les fondamentaux en fait, de la constitution d'une Mauritanie pluriculturelle. Parce que c'est ça, en fait, le fondamental de la Mauritanie. La Mauritanie a été conçue au départ pour supporter toutes les composantes, que ce soit Soninké, Wolof, Pulaar, Meur. Mais malheureusement, au fil de l'histoire, on a constaté que les dirigeants, un certain nombre d'élites, essentiellement Meur, avaient des projets d'arabisation ou d'uniformisation même de la Mauritanie. Ce qui n'était pas en fait le projet de départ. Uniformisation par rapport à quoi? L'uniformisation, c'est en fait finalement que les composantes Pulaar ou Haratin ou Wolof, qui soient en fait des composantes qui sont déclinées au sein de la grande composante arabe, complètement. Ce que vous récusez, vous? Ce que nous, on récuse. Pour nous, il faut revenir en fait sur l'histoire. Il faut revenir sur, questionner l'histoire, voir qu'est-ce qui n'a pas marché, voir où est-ce qu'il faut vraiment retoucher pour que ça puisse marcher. Je pense que les nations mauritaniennes, la nation mauritanienne, les nations africaines, la nation mauritanienne en particulier, ce sont des nations composées de composantes. Ça, c'est de l'histoire, ça date d'avant la colonisation. Donc, il faut construire la Mauritanie en se basant sur les grands ensembles. Et se baser sur les grands ensembles, c'est ne pas nier en fait l'autre. Il ne faut pas construire la Mauritanie comme étant une nation uniforme, monoculturelle. Jusqu'où voulez-vous aller dans cette construction? Par exemple, en Mauritanie, on sait qu'il est dit que les langues nationales, par exemple, c'est le Soninké, le Wolof, c'est le Peul, ou Halpolar si vous voulez, c'est le Hassania. Qu'est-ce que vous voulez qu'il soit fait de plus? Ceci n'est pas suffisant. Pour moi, dès le départ, on devait dire que les langues nationales sont le Pulaar, le Wolof, le Soninké, le Hassania, ce qui n'a pas été dit dans la Constitution. On dit que les langues nationales sont le Pulaar, le Wolof, le Soninké et l'arabe. L'arabe étant une langue qui est finalement considérée comme étant la langue nationale d'une certaine composante en Mauritanie. Ce qui n'est pas le cas. D'ailleurs, il y a certains mots qui le récusent, même s'ils ne le disent pas très, très haut. Et au-delà de ça, de dire que ces langues sont des langues nationales, il fallait les officialiser au même titre que l'arabe. Pour moi, c'est ça qui est important, c'est ça qu'il faut faire. À votre avis, les langues aujourd'hui en Mauritanie n'ont pas le même niveau, n'ont pas le même statut? Aujourd'hui, les langues n'ont pas le même niveau, n'ont pas le même statut. Aujourd'hui, l'arabe est utilisé dans l'administration. On vient de voir dernièrement que l'arabe est utilisé exclusivement dans l'armée, au niveau de l'armée. Ça veut dire que les autres langues, on ne va pas les parler, on ne va pas les écrire. N'en parle même pas du français qui est utilisé par une grande partie des Mauritaniens. Ça, c'est une aberration, je pense qu'il faut corriger. Et ça fait partie, bien sûr, du slogan « Réécrire une autre histoire de la Mauritanie ». Je vais passer tout de suite la parole à Bassoulé, notre cher chroniqueur ici présent aujourd'hui. Bassoulé, vous avez la parole. Bon, merci. Ma première question que je voudrais poser, c'est d'ordre idéologique. Vous venez de faire un exposé, vous avez donné en quelque sorte la trajectoire de votre mouvement, qui est politique et je crois aussi citoyen, mais vous revendiquez en même temps aussi c'est que bon nombre de partis politiques et mouvements mauritaniens est proche de la mouvance négro-africaine qui revendique. La question que je voulais vous poser exactement, c'est de savoir pratiquement et dans les actions, qu'est-ce qui vous distingue de ces mouvements-là? Les mouvements négro-africains qui se positionnent par rapport à la constitution mauritanienne, comme vous venez d'exposer. Nous ne prétendons pas détenir en fait le monopole de la vérité. Nous ne prétendons pas aussi être distincts de certains mouvements, ni de faire mieux comme certains mouvements, mais nous pensons en fait que dès le départ, avant de mener un combat, il faut le penser.
penser, pour moi, pour aller au bout du combat mauritanien, il faut penser sur plusieurs plans. Le plan politique, ça c'est indéniable. On va parler des problèmes de 66 jusqu'à maintenant. Le plan économique, pour moi, c'est l'un des socles qu'il faut aussi penser pour rétablir une Mauritanie prospère. Ça, c'est de un. Et aussi penser le plan social. Sur le plan politique, je pense, on n'est pas trop différent des autres. Ça, il faut dire la vérité. On revendique ce qu'ils revendiquent. Qu'est-ce qu'on a parlé? On a parlé du problème du passif humanitaire. On parle du problème du partage du pouvoir. Peut-être que sur le problème des modèles démocratiques, là, je pense qu'on pourrait être différent. Parce que nous, on prend un modèle démocratique, je pense qu'on pourra peut-être y revenir après, qui est différent, jusqu'à présent, en tout cas, de ce qui a été proposé. Sur le modèle économique, on a un certain nombre d'idées qui sont mises en place par le pôle dédié, parce qu'on a différents pôles, je vous le rappelle, peut-être, avant de partir. Le MAP est constitué d'un pôle politique, d'un pôle économique et social et d'un pôle communication. Le pôle politique prend les directives politiques dans le sens large et le pôle économique et social est un laboratoire de pensée économique qui va se dérouler en fait sur le plan national et aussi de faire de telle sorte comment les étudiants, les jeunes d'une manière générale, les travailleurs en particulier, peuvent, par des projets concrets, essayer de mettre en place des projets qui vont rapporter quelque chose, qui vont aussi rapporter des revenus aux Mauritaniens. Parce que finalement, la lutte ne va pas seulement se baser sur les slogans ou sur le côté purement politique, la lutte aussi va se baser sur le côté économique, je pense. Et nous, dès le départ, on a pensé que ce point ne doit pas rester derrière. Donc c'est un point qu'il faut mettre en place. À propos de votre programme économiquement, qu'est-ce que vous proposez? Socialement, on sait, et politiquement, vous revenez, vous revendiquez tout ce que... vous avez les revendications de tous les autres mouvements et partis politiques. Maintenant, économiquement, qu'est-ce qui vous distingue des autres? Moi, je parle de distinction pour trouver une certaine originalité dans votre lutte. Sinon, à quoi sert d'avoir des mouvements? Et finalement, tous ces mouvements revendiquent la même chose et on ne trouve pas une certaine originalité dans nous. Je suis d'accord avec votre question. Moi, j'aurais aimé aussi que vous parliez un peu de la politique économique ou de l'économie d'une manière générale en Mauritanie. Comment ça se passe? Comment le pays en fait vit actuellement économiquement au niveau du pays? Et après avoir décelé tous ces manquements, tout ce fléau qui est en train de se passer en Mauritanie, je vais vous passer sur nous, comment aussi on pense en fait améliorer cette économie qui est en train qui finalement n'est pas une économie, en tout cas qui est florissante, donc on peut le dire. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a en Mauritanie? L'économie se base exclusivement sur la matière première, les ressources minières ou les ressources halieutiques. Le pourcentage du PIB en 2014 est estimé à 6,4%. On peut dire que c'est globalement plus ou moins bon. Mais le problème, c'est que cette croissance du PIB n'est pas répercutée au sein de la population. La population continue de souffrir plus même qu'auparavant. Comment on peut le comprendre? L'inflation. C'est la mauvaise gestion. Effectivement. L'inflation est là. Aujourd'hui, l'inflation en Mauritanie, est comparée au Sénégal, ce n'est même pas pareil. Je pense que c'est autour de 5, quelques pourcents. Si on parle, par exemple, de la dette publique s'aventure à 72,6%. Comment un pays comme la Mauritanie peut s'endetter jusqu'à pareil? Aujourd'hui, quand on le compare au Sénégal, sa dette publique est de 42, poussière. Et on a le plus de richesses. Et on a plus de richesses minières, on a plus de richesses halieutiques, on a plus de richesses minières et halieutiques. Déjà, ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est intéressant. Par rapport à la balance commerciale est extrêmement négative parce que nous, on est un pays qui importe quasiment tous ces produits. Ne serait-ce que ce qu'on exporte, ce sont les ressources minières et halieutiques, le reste, on importe. Donc, du coup, la balance commerciale est fortement négative. D'ailleurs, quand tu regardes, je ne sais pas si vous avez pu consulter
le site en fait, du Wall Street Journal qui classifie en fait, les pays sur l'indice en fait, de liberté économique, là aussi, on est classé comme un pays quasiment administré. Donc, ça veut dire que... Ça veut dire quoi un pays administré? Ça veut dire que quasiment administré, c'est un pays où, franchement, la liberté économique n'est pas encore de mise. Globalement, pour ne pas rentrer dans les détails. Donc, mais ça, j'ai envie de dire, M. Niang, c'est connu. On sait que la Mauritanie est très loin de l'autosuffisance alimentaire, comparé à certains pays d'Afrique qui l'ont atteint. MAPROM, je suppose que vous êtes fraîchement sorti des études, vous travaillez en ce moment, on a plein de gens qui ont des idées. Qu'est-ce que vous proposez très concrètement? Économiquement. Ok, je termine parce que je n'avais pas terminé. Il y avait un point pour moi qui est essentiel aujourd'hui, avant de parler du programme. Aujourd'hui, la Mauritanie s'était engagée sur le plan sanitaire à améliorer les conditions de vie des populations en signant dans les années 2000 ce qu'on appelle les OMD. Tout le monde le sait. Comment on dit les OMD, c'est Objectif du millénaire pour le développement. Il y avait 8 objectifs. On peut dire quasiment les 8 objectifs. En 2015, il y avait des objectifs qui devaient être atteints par la Mauritanie. En 2015, ces objectifs ne seront pas atteints, notamment la mortalité infantile, la mortalité maternelle, la lutte contre le VIH et le paludisme. Ça, comme autre chose aussi qu'il faut signaler, c'est que quand on prend les statistiques, pour 1000 habitants, qu'est-ce qu'on a comme médecin? 0,13. Ça, par rapport à tout l'étendue du territoire, c'est quand même quelque chose d'aberrant, quoi. Et pour l'accès à l'eau potable, on a presque 50% de la population qui a l'accès à l'eau potable. Donc, pour dire l'éducation aussi. L'éducation, on n'en parle même pas. C'est pour dire que finalement, la diversification de l'économie mauritanienne doit être une priorité pour le gouvernement. Et aussi, l'éducation, c'est une des priorités qu'il faut vraiment mettre en place. Donc, pour revenir sur les propositions, nous, on est un mouvement jeune, on a des ambitions. On sait que pour une bonne économie, il faut d'abord des préalables. On ne peut pas former seulement en Mauritanie que des gens qui étudient à l'université et dire qu'on va élever l'économie. Moi, je pense qu'il faut d'abord procéder à la création, à la formation professionnelle. Il faut l'améliorer. Je pense que les gens qui sont là-bas, qui travaillent dans la mécanique, dans la menuiserie, dans l'agriculture, doivent être formés pour pouvoir améliorer l'économie, faire des projets qui vont générer en fait des revenus. Parmi l'un des points, c'est un point, en tout cas, que le MAP souhaite mettre en place des formations adéquates par rapport aux populations pour créer en fait des projets capables de finalement de se mettre en place, de générer des revenus et aussi d'élever l'économie. Ça, c'est un des points. L'autre, c'est on a énormément d'étudiants aussi. Des étudiants qui étudient dans plusieurs secteurs, que ce soit dans l'économie, dans l'informatique, dans les télécoms. Ces étudiants, il faut que l'État, parce qu'il n'y a que l'État quand même qui a aussi une capacité d'impulser un certain nombre de dynamiques pour que les étudiants puissent créer des projets. Aujourd'hui à Paris, combien d'étudiants on a ici? C'est des milliers. Ces étudiants avaient quand même un certain nombre d'expériences. Donc ces gens, il faut, je pense, essayer d'élaborer des projets à leur niveau, que ce soit informatique ou d'autres projets, que ces étudiants pourront mettre en place, que ce soit ici pour que le pays en bénéficie après, ou que ce soit au niveau de la Mauritanie. Quand vous voyez par exemple Mouriab Challenge en Mauritanie qui se passe, où c'est des projets informatiques, comme vous le dites, où les jeunes sont incubés, il y a des incubateurs de projets. Concrètement, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour vous, c'est un point positif pour l'économie de la Mauritanie? Ça, c'est un point extrêmement positif. C'est un point extrêmement positif dans la mesure où je pense que sans les privés, sans la création, l'initiative en fait, personnelle des privés et tout, je pense que l'économie ne pourra pas très bien se développer rapidement. Il faut ces initiatives privées, il faut que les Mauritaniens osent. Je pense que c'est important, et surtout à la jeunesse. Je fais appel à la jeunesse, c'est la jeunesse qui est l'avenir. Donc c'est à la jeunesse de se mettre en place, de se mettre à niveau, d'accepter de relever le défi.
Et de relever le défi, c'est d'essayer de se mouiller, de créer des projets informatiques, des projets sur le télécom, sur le niveau de technologie d'une manière générale, pour permettre aussi de sortir le pays de ce gouffre. Effectivement, vous avez parlé ici des projets et je crois que c'est intéressant. Mais le problème, c'est que tout cela, c'est un projet de société. Vous proposez un projet de société et vous l'avez même confirmé, c'est du ressort des pouvoirs publics. Est-ce que le MAPROM, un jour, partira à la conquête du pouvoir? Bon. Que ce soit le pouvoir local, les mairies, ou devenir député, ou là-dessus, c'est clair. Dans notre statut, on est un mouvement politique qui est là pour revendiquer un certain nombre de points, pour aider les Mauritaniens à sortir, en tout cas, de cette situation. Mais il n'est pas exclu qu'un jour, si les conditions se présentent, que le MAPROM se transforme en parti politique. Pour que les conditions se présentent, justement, pourquoi est-ce que vous avez décidé récemment de vous implanter en Mauritanie? Jusqu'à récemment, vous n'étiez quasiment qu'à Paris, pour ne pas dire dans toute la France, qu'à Paris. Et récemment, je ne sais pas, une année ou un peu plus, vous avez ouvert un bureau en Mauritanie. Est-ce pour aller affronter, aller à la recherche des voix des électeurs, ou c'est encore trop tôt pour vous? Bon, tout d'abord, je pense que c'est d'aller en fait être aux côtés des citoyens, de la masse en fait qui est en train de souffrir de la misère sociale, des gens qui souffrent des problèmes d'esclavage, des gens qui souffrent d'autres problèmes en fait. On en connaît. Je ne peux même pas discrimination. Oui, discrimination raciale. C'est d'abord s'approcher de ces masses, d'essayer de les conscientiser, de les aider. C'est aussi d'être à la pointe de la contestation. Pour moi, le feu intérieur en fait de la lutte mauritanienne se déroule en Mauritanie. Ici, on est là, on élabore des plans, on élabore un certain nombre de stratégies, mais tout ça finalement est destiné à la Mauritanie. Donc, il est que normal qu'il y ait une structure. En tout cas, nous, dès le départ, on sait que le mouvement ne pourra avoir un élan, et ne pourra avoir vraiment une lutte saine que si vraiment il s'implante en Mauritanie. Donc, c'est pour cette raison, on se dit qu'il est temps qu'on essaie de mettre en place un secrétaire national qui va d'abord s'implanter au niveau de Nouakchott, à travers les quartiers de Nouakchott, essayer d'abord de faire un diagnostic en fait complet des problèmes des citoyens, et à partir de là, de dénoncer, de proposer un certain nombre de solutions, et après s'implanter dans les régions, dans les villages, dans les points les plus reculés de la Mauritanie, pour essayer vraiment de s'approcher de cette masse qui souffre. Quelle force de proposition voulez-vous être? Par exemple, on sait que sur l'échiquier politique mauritanien, on a un peu du mal à vous identifier. Est-ce que, par exemple, vous vous opposez très clairement aux personnes qui sont, par exemple, présentes en France, les flammes? Comment est-ce que vous distinguez, pour vous positionner par rapport, par exemple, au président Mohamed Ould Abdelaziz et son parti? Comment est-ce que vous vous positionnez très clairement, par exemple, par rapport aux anciens communistes, on peut le dire, de l'IFP, ou également à ceux qui prétendent être les socialistes de la Mauritanie du parti de Mohamed Ould? Ce qui revient à ma question idéologiquement. Voilà. Comment est-ce que vous vous positionnez pour pouvoir être cette force de proposition? Moi, je pense qu'en Mauritanie, il est clair que nous, on n'est pas du côté du pouvoir. Ça, c'est clair. Que ce soit en Mauritanie, au niveau de la diaspora, ou ici, on est Vous n'êtes pas du côté du pouvoir parce que vous êtes contre leur manière de gérer le pays. On est contre la politique du pouvoir qui est menée depuis des décennies jusqu'à présent, parce que c'est une politique discriminatoire, c'est une politique, en fait, qui ne fait qu'enfoncer la Mauritanie. Ça, c'est sûr. Et donc, qu'est-ce que vous proposez en tant que force de proposition aussi? Bon, d'abord pour l'idéologie, pour le positionnement, j'en termine. Oui. Et donc, du coup, nous, en Mauritanie, on est un mouvement, on est du côté de la société civile, des mouvements de droits humains qui luttent contre l'esclavage, contre le racisme d'État, contre le problème du passif humanitaire qui n'arrive pas à être résolu. D'ailleurs, on fait partie de l'ensemble des initiatives qui ont été menées en Mauritanie. Le MAPROM a toujours fait partie, a toujours apporté sa pierre à l'édifice. On est un petit mouvement de jeunes, mais conscient que l'avenir du pays passera forcément par vraiment le fait de soigner ces plaies qui sont béantes, qui restent béantes, et dont le pouvoir n'a que faire en fait. Le passif humanitaire est là,
le pouvoir l'a saboté. Les veuves sont là, ils ne savent même pas à quelle tête se vouer. Je pense que les questions cruciales sont là et les questions cruciales ne sont pas encore résolues. D'où notre nécessité de se lier à ces mouvements de droits humains qui sont là-bas, à des mouvements politiques qui ont la même ligne directrice que ces mouvements de droits humains. Ça c'est sûr. Maintenant, le pouvoir, je pense qu'on n'a pas de raison de s'allier avec le pouvoir. Le pouvoir, depuis qu'il est là, n'a fait vraiment quasiment grand-chose pour les Mauritaniens, pour la démocratie, pour aussi la paix en Mauritanie. Il faut qu'on soit un peu pragmatique, je crois, dans ce que nous sommes en train de dire. À propos de votre programme qui est vaste et qui est assez riche et que je crois qui est un très bon projet de société pour le moment, très bon pour la Mauritanie. Mais à votre niveau et à l'échelle de ma prom, et vis-à-vis de la classe politique mauritanienne et vis-à-vis au pouvoir même, je crois que vous avez il y a deux solutions qui se présentent à vous. Vous l'avez dit, vous êtes de l'opposition et vous êtes de l'opposition radicale, ça se voit. Ou bien, pour réaliser votre projet, vous vous liez avec le pouvoir pour ce que beaucoup de hommes politiques font souvent, liés avec le pouvoir pour réaliser leur projet. C'est-à-dire qu'on a vu par exemple à un moment donné des hommes politiques sortir d'un camp et aller dans l'autre parce qu'ils disent nous avons une vision politique. Voilà. Est-ce qu'elle est réalisable ou pas? Maintenant, vous, à votre échelle, moi je crois que vous êtes jeune et vous parlez à la jeunesse. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut créer des sphères de réflexion, continuer votre programme de politisation afin de propulser une certaine idéologie de contestation chez les jeunes? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le président Mohamed El Abdelaziz, il a réussi à faire quelque chose, c'est-à-dire que c'est celui de museler les jeunes en leur donnant quelque chose. C'est-à-dire que les jeunes mauritaniens aujourd'hui, surtout les jeunes de Nouakchott, tous ceux qui ont un petit travail ou ils commencent à avoir quelque chose, ils se taisent. Alors que l'homme doit tout le temps se remettre en question en ordre établi. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, il faut propulser une certaine réflexion, même pas aller dans le fond, dans la profondeur des problématiques, mais essayer d'ouvrir la conscience des jeunes? Bon, je pense que vous avez raison. Aujourd'hui, on traverse quand même une crise très profonde qui atteint tout le monde. Et forcément, qu'il y aura forcément une partie aussi des jeunes qui seront, à un moment donné, qui auront baissé en fait les bras. Ça, ce n'est que normal. Mais nous, en tout cas, au niveau de MAPROM, de par notre politique, de par les idées qu'on est en train de mettre en place, c'est qu'on veut mettre en place un certain nombre d'idées qui vont être dans la population, les jeunes en particulier, vont s'approprier pour essayer de continuer la lutte, même si le MAPROM, demain ou après-demain, n'arrive pas, en tout cas, au bout. C'est ça qui est important. Par exemple, donner des outils aux jeunes. Des outils. Par exemple, quand on parle, je reviens sur notre politique, sur le système politique. Aujourd'hui, on est dans un état unitaire. Et au niveau de MAP, on se dit que l'état unitaire en Mauritanie, c'est un échec. C'est un échec lamentable, il faut se le dire. On a commencé à en penser. L'état unitaire, vous voulez dire par quoi là? L'état unitaire centralisé, tel que pratiqué en Mauritanie, pour moi, est un échec. Est-ce que vous dites que vous nous laissez entendre que vous êtes là en train d'appuyer la proposition de la fédération qui a été proposée récemment par les ex-flammes? On n'est pas en train non, on n'est pas en train d'appuyer en fait la fédération. C'est que nous, depuis 2009, je pense, on est en train de penser sur un modèle démocratique qui sera peut-être... Donc vous nous dites que vous avez pensé avant les ex-flammes? Non, je ne suis pas en train de dire qu'on a pensé avant les ex-flammes parce que je ne sais pas quand est-ce que les flammes ont pensé les idées en fait qu'ils ont mis en place, qui sont d'ailleurs, à mon avis, pertinentes.
Ça, c'est sûr. Donc, Mais vous nous, vous inscrivez en tout cas dans le même sens alors. à notre niveau, Oui. on a pensé qu'il faut refermer un certain nombre de choses au niveau politique. Que ce soit au niveau des représentations, les élus, les députés et les maires, nous prenons clairement le mandat impératif à la place du mandat représentatif. Ça, c'est une de nos idées. Impératif. Ouais. Expliquez les conseils. C'est important, c'est pourquoi j'ai dit Ouais. qu'il faut Le donner mandat- des outils à la Effectivement. jeunesse pour comprendre, mais expliquez qu'est-ce que vous entendez par mandat Le impératif. mandat impératif, pour dire clair, c'est vraiment de ramener la souveraineté doit revenir au peuple. La souveraineté doit revenir au peuple. On élit un député, le député c'est le peuple qui le élit, on te donne une année de travail, quand tu ne fais rien, on est capable de te changer sans aller jusqu'au bout de ton mandat. Oui, mais le problème, c'est C'est- qu'aujourd'hui, c'est- on est dans des démocraties et on fait penser, on dit que la démocratie, c'est la majorité qui tient les rênes du pouvoir. Et si celui que vous avez élu, il n'est pas de la majorité, il ne peut rien changer. On a quand même, par exemple, pour la question du passeport humanitaire, il y a eu il y a eu combien de négro-mauritaniens qui ont été à l'Assemblée, qui n'ont pas changé, Oui, qui aujourd'hui, n'ont rien changé. ça, c'est un fait, mais aujourd'hui, on se rend compte que les élus qui sont en Mauritanie, c'est des gens, dès qu'ils sont élus, ils ne foutent rien. Ils ne partent même pas dans les localités où ils étaient élus, jusqu'à 5 ans après, jusqu'aux élections à venir. Mais comment on peut vraiment jouer avec ça? Je pense que nous, le mandat impératif peut résoudre en tout cas un certain nombre de problèmes à ce niveau. Il faut que l'élu se sente concerné par les problèmes, même s'il n'arrive pas à résoudre tous les problèmes. D'ailleurs, on ne peut pas résoudre tous les problèmes, je pense. Ça, c'est un des points. L'autre point, c'est que nous, on prône en fait la démocratie consociative qui se base sur un certain nombre de points. Dans des sociétés plurielles comme les nôtres, je pense qu'il faut adopter une démocratie consociative qui est une démocratie qui va regrouper en fait un certain nombre de représentants, des représentants des communautés dans un gouvernement hétéroclite, pour gérer l'État. Donc là, c'est pour éviter qu'il y ait des minorités ou qu'il y ait une communauté quelconque qui soit lésée dans le cadre des décisions de l'État. Ça, c'est quelque chose d'important. Et vous Et pensez ça, pas que ça a été c'est- expérimenté en Hollande, ça a été expérimenté au Burundi, ça a été expérimenté en Belgique. Je pense que la Mauritanie aussi peut essayer de l'adopter. Ça, c'est un des points. Le deuxième point, c'est le droit de veto. Le droit de veto, c'est-à-dire, c'est de faire de telle sorte que qu'aucune minorité ou qu'aucune communauté ne soit lésée dans une décision importante qui concernerait la Mauritanie ou le pays d'une manière générale. Ça, c'est pour moi quelque chose d'important. L'autre point, ça s'approche plus ou moins de ce qu'ont proposé les Flammes, c'est l'autonomie segmentaire. C'est d'essayer de donner une certaine autonomie dans des segments bien distincts. L'autonomie peut aller jusqu'à peut-être laisser en fait ces segments d'enseigner leur langue, de magnifier, en tout cas, de diriger en tout cas leur économie locale, devenir etc., autonome, quoi. de devenir finalement autonome sur un certain nombre d'aspects. C'est une autonomie relative. C'est C'est-à-dire pas qui- une qui autonomie dépend toujours complète, du pouvoir qui central. dépend toujours du pouvoir. Mais le pouvoir Sur- peut... Attends, s'il vous plaît. Mais le pouvoir, il peut instrumentaliser votre stratégie. Par exemple, on donne à ces composantes-là cette autonomie, mais on met toujours des hommes qui resteront toujours sous la coupole de ceux qui dirigent et ceux qui maintiennent le statu quo Oui, en mais Mauritanie. là, la différence, c'est qu'il faut que les représentants de ces autonomies segmentaires soient élus par finalement les gens qui sont issus de ce segment. On ne peut pas encore imposer une personne qui va représenter un segment alors qu'il n'est même pas en fait élu ni approuvé par ce segment. Ça, c'est pas possible. Mais je ne pense pas que ça ne sorte réellement du problème parce que les gens qui sont au pouvoir en ce moment, qu'on les veuille ou pas, ils sont élus. On peut contester les élections, c'est autre chose. Ça, Ils sont élus au nom, par exemple. On sait comment ça se passe. Et puis, on n'a pas un mot, qui est élu. Une minute, on n'a pas un mot qui est élu, le député du département de Mbagne, par exemple. C'est un Alpulaar qui est élu là-bas.
Oui, mais on sait comment les élections se passent là-bas. Oui, Je c'est-à-dire pense que ça peut toujours être un instrument où l'État peut toujours instrumentaliser. Voilà quoi, c'est-à-dire Non, mais que. je pense que c'est une politique qui a été mûrement pensée. Bon, je n'ai pas terminé. L'autre point, c'est le problème sur la réforme foncière. Moi, je pense que c'est un des problèmes où on a commencé vraiment à penser depuis très longtemps. Nous, on prône purement et simplement l'abrogation de la réforme de 83, qui comporte certes des points positifs, mais qui a été finalement instrumentalisé et dont les principaux bénéficiaires, ce sont les hommes proches du pouvoir et les hommes d'affaires. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous Carrément. proposez? Donc nous, ce qu'on propose, c'est un des points, c'est la gestion locale participative et démocratique. Au lieu, en fait, qu'un préfet, un gouverneur ou autre puisse décider d'exproprier des terres d'une manière vraiment arbitraire, on prône que la gestion de la ressource foncière soit confiée à des associations locales. Des associations locales incluant bien sûr les collectivités, incluant les femmes d'une manière générale, qui vont gérer ces aspects. Quand par exemple un bailleur ou un privé veut venir en fait s'implanter dans la zone pour faire une agriculture industrielle, nous ne serons pas peut-être contre, mais il faut qu'il dialogue, consulte avec ces associations, qu'on regarde d'abord les biens fondés de ça, le projet, voir est-ce qu'il n'y aura pas des impacts écologiques, déforestation ou quelque chose comme ça. Oui, déforestation, excusez-moi. Est-ce qu'il n'y aura pas des impacts au niveau de l'élevage? Donc là, sur cette question, sur ce point, l'État n'aura qu'un rôle, c'est de conseil et d'arbitre. Ça, c'est un des points. Bon, l'autre point, c'est la décentralisation administrative comme étant une solution peut-être au litige foncier. Bon, là, on va confier finalement la question aux collectivités territoriales, sachant que les représentants sont des élus, ils sont élus par le peuple. Donc, on va quand même dire que ces gens qui sont élus, ils ne seront pas contre l'intérêt général de ces populations. Bien sûr que dans ce point, c'est sûr que l'État quand même a un peu plus de marge de manœuvre. Ok, on a une question par exemple par rapport à ces caravanes contre l'esclavage foncier auxquelles MAP participe. Je rappelle que, voilà, que ces caravanes ont été soit initiées ou bien IRA est en tout cas très impliqué. Vous, MAP, jusqu'où êtes-vous prêt à aller avec IRA? Aujourd'hui, on vous convoque quasiment. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller avec IRA? Je ne pense pas qu'on nous confond avec IRA. En tout cas, bon, je n'ai pas entendu parler en tout cas. Mais bon, IRA étant un mouvement de droits humains, la caravane, par ailleurs, n'est pas initiée par IRA. Non, je dis, elle est beaucoup organisée. La caravane a été initiée au départ par Kautal et Djelitar, dirigée par un certain Djibiso. Maintenant, IRA étant une organisation de droits humains, sensible à la question foncière, IRA a participé. Et nous, MAPROM, quand on a été au courant, bon, on s'est dit que de toute façon, c'est une question où on est en train de réfléchir. Donc, c'est une question qui mérite une implication de notre part. C'est pour cette raison qu'on a participé. Ce n'est pas parce que IRA a participé, d'ailleurs, mais en tout cas, on a participé parce que ça nous concerne. Moi qui... Bon. Basoulé. Oui. Maintenant, à travers cette marche-là, ou à la suite de cette marche, il y a eu des arrestations. Biram Daabé et ses compagnons sont en prison. Quel message envoyez-vous à Biram et quel message envoyez-vous au président de la République? En fait, le message que j'enverrai au président de la République, c'est de dire que toute initiative en fait, qui va empêcher Biram et IRA, et d'ailleurs les organisations des droits humains qui sont sur place, qui sont en train de lutter pour la bonne cause, toute tentative d'empêcher leur lutte est vouée à l'échec. Parce que la Mauritanie est appelée à changer, et la Mauritanie changera quoi qu'il en soit. Donc Biram
c'est quelqu'un qui a apporté grandement dans la lutte, on s'en félicite. C'est quelqu'un qui est en train de mener une bataille importante dans le cadre de l'esclavage, dans le cadre du racisme aussi, il faut dire la vérité. Donc, l'empêcher de parler ou l'empêcher d'agir, c'est voué à l'échec. Parce qu'aujourd'hui, sa réputation, parce qu'aujourd'hui, ce qu'il est en train de faire a dépassé en fait les frontières. Et aujourd'hui, il est en train de rallier à sa cause tout un nombre tout un panel de personnes, de personnalités, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, qui sont des gens simplement épris de paix et de justice qui veulent que la Mauritanie change, que la Mauritanie devienne un pays démocratique, pluriculturel, où les gens ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Ok, des gens qui sont épris simplement de paix, de justice et de ralliement aussi. Il y a des questions. Le MAP présent ici, très présent ici en France et en Mauritanie également. Qui sont vos adhérents, qui sont vos membres? Il y a 2 mois, nous avons réussi ici Mohamed Oulettah, c'était le président de l'AJMF. On le reprochait parce que c'était un fait qu'il n'y avait pas d'assez de, disons, des choses Diversité culturelle. Diversité des Noirs, des Peuls, des Soninké dans leur association. Vous qui êtes une association à caractère politique, est-ce que parmi vos membres, on retrouve les arabophones ou les Maures tout simplement? Oui, sur cette question, je pense que cette question, on a dès le départ, le MAP dès le départ a dit que le mouvement est ouvert à tout le monde. Et pourtant, je précise, on vous a vu quand même répondre présent à l'invitation de l'AJMF pour fêter l'indépendance récemment. Et dès le départ, pour continuer, et dès le départ, le MAP a intégré l'autre communauté, c'est-à-dire les arabophones. Il y a certains déjà, certains qui étaient secrétaires, d'autres vice-présidents. Il y a un qui était vice-président et l'autre secrétaire. À la naissance du MAP. À la naissance du MAP. Et parmi d'autres qui n'étaient pas, en tout cas dans le bureau, mais qui venaient. Parce que dès le départ, on se dit que c'est un mouvement qui est ouvert à tout le monde. Par contre, c'est un mouvement qui ne va pas occulter les problèmes mauritaniens. Mais vous avez fait un virage, maintenant vous êtes là, exclusivement négro-mauritanien. Mais là où le problème a commencé à surgir, c'est quand on a manifesté au niveau de l'ambassade contre l'arabisation. Et les propos de la ministre de la Culture de l'époque, Cissé Mint Boïdi, qui disait en fait finalement que les cultures locales sont des cultures inférieures qu'il fallait mettre de côté. Et dès notre manifestation, après cette manifestation, tous ceux qui étaient dans le bureau sont sentis vexés et sont sortis purement et simplement d'IMAP. France, vous ne pensez pas qu'il y ait des Maures mauritaniens assez, disons, concernés par les questions qui soient de langue en Mauritanie pour se dire que l'arabe n'est pas forcément la langue telle qu'elle dit ici, c'est Boïde, et que votre combat est juste, ces gens-là qui peuvent adhérer et être membres du MAP? Certainement. Et d'ailleurs, nous, même lors de la manifestation, on n'a pas dit en fait que l'arabe ne doit pas exister. On a dit que l'arabe doit exister, mais les autres langues aussi doivent exister parce que ce sont les langues du pays. Tout simplement, ce sont des langues vivantes. Le français doit exister. C'est un patrimoine, c'est quelque chose en tout cas qu'on a appris. Une grande partie de la composante a appris le français. Donc, c'est des langues qui doivent exister. C'est ce qu'on a dit. Est-ce que vous comprenez, par exemple, un député qui se permet de déchirer un rapport parce que c'est rédigé en langue française? Est-ce que vous comprenez que des Mauritaniens se disent, après tout, cette langue, c'est une langue du colonisateur, on n'en veut pas dans notre pays? Malheureusement, la Mauritanie a été toujours minée par ces personnes dont les agissements sont teintés d'idéologie néfaste. Et ça a été toujours le cas. Aujourd'hui, le fait de déchirer un papier disant que c'est écrit en français, c'est du n'importe quoi. Mais il faut qu'ils se rendent compte que les Mauritaniens, toutes composantes comprises, qu'ils se rendent compte que ce sont tous les Mauritaniens qui ont lutté contre la colonisation. Que ce soit les Halplar, que ce soit les Meurs. On sait, on a lu les livres, on sait. D'ailleurs, il y a des Meurs qui ont collaboré avec les colons parce qu'ils ont jugé nécessaire que la collaboration avec les colons est plus utile pour eux, pour leur communauté, que d'aller se combattre comme les El Hadj Omar ou les autres, les Abdou Bakar, comme ils l'ont fait à l'époque. C'est des stratégies. Donc aujourd'hui, on est en 2014, on a une composante qui a appris le français. Bon, cette composante ne doit pas être lésée. C'est aussi simple que ça.
Et puis le français, c'est pas, moi je ne considère pas aujourd'hui le français comme étant une langue de clan. C'est une langue comme toutes les autres, comme l'anglais, comme le chinois, que la Mauritanie, que les Une langue Mauritaniens de peuvent communication. apprendre. Et c'est des langues de communication qui apportent une richesse. Ce n'est que normal que les gens l'apprennent. Ce n'est que normal que les gens le vivifient. Et aussi vivifier la langue arabe qui est aussi notre patrimoine. Moi, j'ai une question par rapport à, maintenant, comme on a abordé le sujet de MAP concernant votre organisation, pour m'en parler, les adhérents, etc. Moi, à la naissance de ma prom, vous avez quand même trouvé certaines lacunes et des défauts qui existaient au sein du mouvement, c'est-à-dire surtout au niveau communication. Pourquoi aujourd'hui, vous aussi, vous tombez sur le panneau et on voit que vous reproduisez les mêmes erreurs que les autres mouvements. Vous n'avez même pas un site internet pour communiquer. Moi, je trouve que vous avez vraiment un programme qui est dense. Le programme de société proposé, il est dense et il doit être entendu et à travers des moyens de communication modernes. Pourquoi vous n'avez pas une chaîne de YouTube dans laquelle vous mettez vos conférences, par exemple les conférences, mais pas seulement que des conférences, mais aussi des extraits pour, par exemple, expliquer comment l'économie mauritanienne doit être partagée, comment le système éducatif doit être rétabli, c'est-à-dire cette politisation que vous appelez, elle sous-entend quelque chose, elle sous-entend qu'elle gagne les masses. Donc, comment vous êtes tombé dans le panneau et que vous n'avez pas maintenant, vous vous êtes pas approprié des moyens de communication, hein, et vous êtes jeune. Moi, je pense que les vieux, on peut comprendre. Moi, je pense que, bon, concernant le site internet, on avait toujours un site internet, mais là, il se trouve que notre informatique est en train de remettre ça en place. Ça, c'est un point. Bon, ça, c'est pour info. De deux, moi, je pense qu'aujourd'hui, le MAP a déjà un projet de communication beaucoup plus large, parce que nous pensons, en fait, que mettre des extraits, mettre des choses politiques. Pourquoi je le dis? Sur YouTube. S'il te plaît, je précise parce que je trouve que vous n'avez pas utilisé les sphères de réflexion dans des cercles pour effectivement politiser les jeunes, pour qu'ils comprennent et qu'ils épousent votre cause. Mais comme ceci n'est pas le cas, on peut quand même utiliser d'autres moyens. Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, on vous voit à travers vos communiqués et ça ne doit pas s'arrêter là. Effectivement, en fait, on utilise quand même les réseaux sociaux, même si c'est pas peut-être à l'ordre très grand. Mais nous, ce qu'on veut, notre vœu le plus ardent, c'est d'abord de pratiquer une communication qui va toucher la base au niveau de la Mauritanie. Aujourd'hui, au niveau de la diaspora, je pense qu'on est connu. Les gens connaissent notre programme. On fait des formations politiques, bien sûr, qui sont internes pour le moment. Je pense que ce n'est que normal que des formations politiques, au tout début, soient internes et après, ça soit externalisé. Aujourd'hui, on est en train de mettre en place toute une structure de communication qui va toucher et les Mauritaniens de la diaspora et les Mauritaniens au niveau de la Mauritanie. C'est un projet qui est vaste, qui demande en fait du travail. Et on sait ici comment les choses se passent. Ce n'est pas toujours facile, mais je pense qu'on y arrivera. Ok, on attend donc MAP qui se déploie. D'ailleurs, d'où vient ce nom PROM? Pourquoi on ne dit pas MAP? Moi, j'ai entendu MAP, c'est Mouvement pour le Progrès. Et pourquoi à chaque fois, on rajoute le ROM, MAPROM? MAPROM, ça veut dire quoi? Oui, en fait, je pense que je vais le rectifier déjà au niveau du micro. En fait, nous, aujourd'hui, on commence à aborder MAP tout court. MAPROM, c'est au niveau de la préfecture, parce qu'il y avait des problèmes de nom. On a rajouté PROM. Okay. Mais officiellement, on a commencé, dans nos papiers, maintenant, à mettre MAP tout court. Donc, notre dernière question pour finir, c'est la question concernant le financement du mouvement. Comment est-ce que MAP se finance aujourd'hui? Bon, MAP se finance essentiellement, en fait, des cotisations. Et aussi des organisations, en fait, ils organisent quand même des manifestations qui permettent de générer un peu d'argent. Et à partir de là, ils financent sa structure au niveau de la diaspora, mais aussi la structure au niveau de la Mauritanie. Ces manifestations, comment est-ce que vous ne pensez pas des fois que ça peut heurter la sensibilité de quelques Mauritaniens? C'est pas moi, ces manifestations, ils peuvent être d'ordre divers et variés. Écoutez, je pense que si ça heurte
des Mauritaniens, moi je pense que ça ne devrait pas. Parce qu'aujourd'hui, tu vois un parti socialiste ou je ne sais pas, l'IMP, qui organise une soirée ou autre chose pour récolter de l'argent. Soirée, puisque vous l'avez dit. C'est une question de valeur, c'est une question de valeur. Bon, vous n'avez pas les mêmes valeurs que les gens de l'IMP, de socialistes. Vous défendez une idéologie. Moi, je pense que là, quoi qu'on organise, il y a quand même des pensées derrière. Il y a quand même des valeurs, des gens qui l'organisent, ce sont des gens qui ont des valeurs qui ne vont pas aller au-delà des valeurs mauritaniennes. C'est-à-dire, c'est ça qui est important. Concrètement, ces valeurs mauritaniennes. Et puis pour moi, en fait, je pense que le financement, c'est le financement. On le fait de la guerre. À la mesure de notre possible, mais on ne dépassera pas la loi. Moi, je vois que on ne dépassera pas les valeurs. MAPROM peut mobiliser des jeunes quand il s'agit de danser, pour avoir de l'argent. Et MAPROM ne peut pas mobiliser quand il s'agit de faire des conférences. La conférence de la présentation du livre de Sidi Ndiaye a eu lieu il y a presque bientôt un an. Quelques semaines avant la fin de l'année. Je suis désolé, Souley, parce que moi, je sais, MAPROM a organisé ici des conférences. Par exemple, la conférence sur la crise identitaire. Abdouloul Cher, Biram Abdoulouda, Logourmo, c'était l'une des conférences les plus animées de 2012. En 2013, on a organisé une autre conférence sur le problème de la cohabitation. La salle, à Lucien-Paille, la salle était pleine. Le MAPROM a toujours organisé des conférences avec des salles vraiment pleines. Maintenant, après, qui viennent, c'est le même public qui vient chez l'UMP, que IFP, le même public qui vient chez Touche pas ma nationalité, c'est toujours le même de la diaspora. Mais quand vous faites une soirée, et comme vous l'avez fait il y a 2 fois maintenant, on voit des jeunes qui viennent de province, de Belgique, de Hollande, d'Espagne, qui viennent. Moi, je pense qu'il faut, là aussi, il faut nuancer parce que je pense que est-ce que je peux voler au secours du MAP? Moi, je pense aussi que non, c'est pour juste viennent ceux qui veulent. Non, mais je voudrais préciser un peu. C'est quelque chose de très dangereux en fait quand on le dit comme ça. Le MAP en tant que structure n'a jamais organisé une soirée. Il faut dire la vérité. C'est le pôle social de MAP qui, par ses activités sociales, part s'allier avec des structures pour organiser des journées culturelles ou des soirées. Mais le MAP en tant que structure n'a jamais organisé. Vous ne verrez jamais MAP écrit tout court, MAP organise une soirée. Jamais. Ça, je vous le défie. Pas pour finir, hein. C'est pas pour polémiquer sur cette question-là, mais c'est un message aussi lancé à toute la jeunesse. Si on a un mouvement comme MAP qui œuvre, qui a un programme social très dense, aussi dense que celui-là que je viens de découvrir, je pense qu'on peut s'allier à ce mouvement-là et on peut aussi apporter beaucoup de choses et gagner beaucoup de choses. Et c'est pas seulement pour dire que vous organisez des soirées dansantes, mais non. Mais si le pôle social il organise, c'est-à-dire ça revient toujours à MAPROM. C'est une façon, c'est une stratégie. Maintenant, il faut défendre votre stratégie et il faut trouver des arguments pour cette stratégie-là. Oui, je suis d'accord. Moi, je pense que pour finir sur ce point, n'allons pas s'attarder là-dessus. C'est un point de vue. Ça se discute. Je respecte ton point de vue, mais en tout cas, par rapport à nous, aux valeurs auxquelles on croit, et tu crois d'ailleurs, hein, ce sont les mêmes valeurs, je pense que le MAP n'ira pas au-delà des valeurs mauritaniennes. Ça, c'est sûr et certain, concernant ses financements, concernant sa démarche. MAP comme force de contestation, MAP comme force de proposition aussi. Le président nous l'a démontré aujourd'hui dans Regard d'ailleurs. Vous écoutez Regard d'ailleurs justement sur rmiinfo.com. Dans un instant, Souleymane Niang, le président du mouvement autonome pour le progrès, répondra à l'interro de Regard d'ailleurs. Je vais expliquer le principe tout à l'heure, mais tout de suite, nous allons vous faire écouter la voix, l'une des voix les plus sublimes de la Mauritanie, Noura Souleymane dans Disney. سبحان الله مطلع لي يا رسول
Vous écoutez Regard d'ailleurs sur rmiinfo.com. Dans un instant, notre invité Souleymane Niang, le président du mouvement autonome pour le progrès, il répond à l'interro de Regard d'ailleurs. J'explique le principe, il est simple, il faut répondre à un maximum de questions en 2 minutes. Si vous répondez à 10 questions, vous avez gagné. Donc le défi consiste à répondre à 10 questions en un minimum de 2 minutes. L'idée n'étant pas d'avoir ni tort ni raison, mais surtout de répondre au maximum de questions. Est-ce que vous êtes prêt, Monsieur le Président? Bah ouais, je vais essayer. Je suis prêt. Vous êtes plutôt Ibrahim Sall ou Balas? Plutôt Ibrahim Sall. La Mauritanie doit changer de capitale. Vous proposez Rosso ou Nouadhibou? Nouadhibou. Vous êtes plutôt Biram Oulda Abed ou Maskoud Bekher? Biram Oulda. Vous êtes plutôt Kebde Ozirwa ou Ataï Garte? Kebde Ozirwa. Chez vous, vous êtes un homme dans la cuisine ou un homme devant la télé? Les deux. Vous êtes plutôt Sidi Ould Cheikh Abdallah ou Eli Mohamed Val? Sidi Ould Cheikh Abdallah. Vous êtes en règle dans une voiture à Nouakchott. Un policier vous réclame un billet de 200 ouguiya. Vous lui donnez pour ne pas perdre votre temps ou vous refusez, quitte à ce qu'il vous crée des problèmes ou qu'il vous fasse perdre votre temps? Ça dépend. De quoi? Ça dépend de l'attitude du policier en fait. Parce que si il y a des policiers quand même qui sont pas mal des fois. Même si ils t'arrêtent, c'est qu'ils veulent avoir un peu d'argent pour, je sais pas, avoir quelque chose. Vous n'avez pas le sentiment un peu de participer à une corruption, ne serait-ce que passive? Tu sais, il y a une certaine corruption, en fait, qui ne menace pas l'État, qui, pour moi, peut participer, en fait, au fonctionnement de l'État. Pas la corruption de la jeune pièce. C'est une petite corruption, en fait, qui n'est pas, en fait, la corruption généralisée, quoi. Prêt à soutenir une certaine corruption qui ne fait pas de mal à l'État. Le MAP gagne les élections présidentielles en Mauritanie. Quelle sera votre première mesure? Excusez-moi. Le MAP gagne les élections présidentielles en Mauritanie. Quelle sera votre première mesure? Question difficile. Ma première mesure, c'est difficile, bien sûr, mais ma première mesure, je pense, sera de réconcilier les Mauritaniens. Vous êtes plutôt Mohamed Ould Abdelaziz ou Maya Ould Sid Mohamed Taya? Ni l'un ni l'autre. Vous êtes le président de la République et la France offre à la Mauritanie pour ses 80 ans d'indépendance la Tour Eiffel. Où est-ce que vous la placeriez à Nouakchott? Je pense qu'on n'a pas besoin de Tour Eiffel. On n'en a pas besoin en Mauritanie. Vous êtes plutôt Noura Ahmed Slimani ou Garmi Mentaaba? Noura Ahmed Slimani. Merci d'avoir répondu. Déjà, vous avez relevé le défi. Bravo, Monsieur le Président. Je rappelle que vous êtes le président du MAPROM, le Mouvement Autonome pour le Progrès. Vous étiez l'invité de Regard d'ailleurs. Votre dernier mot avant de le quitter? Alors, pour terminer, moi, j'en appelle en fait à tous les Mauritaniens face à la situation qui prévaut au pays pour dire que les Mauritaniens doivent se réveiller, les Mauritaniens doivent être unis, la jeunesse doit prendre son destin en main, Mauritaniens, hommes, femmes, tous debout comme un seul homme pour faire face aux défis qui nous incombent. Donc, pour une Mauritanie plus culturelle, pour une Mauritanie que nous rêvons, il faudrait que les gens sortent de leur cage. Il faudrait que les gens sortent des enseignements virtuels pour que, à un certain moment, Inch'Allah, que dans le futur, que cet épisode, en fait, qu'on est en train de vivre en Mauritanie, ne soit qu'une parenthèse de l'histoire. Et je vous remercie encore de m'avoir invité et remercie toute l'équipe. Une parenthèse, donc c'est comme votre slogan, réécrire l'histoire de la Mauritanie. Regard d'ailleurs, c'est terminé. Merci donc à notre invité Souleymane Niang, le président du mouvement autonome pour le progrès. Merci à Bassouli, Nadal Wakaf, Seta Kamara et Amadou Khan. Merci aussi à Abdelaziz et Christophe Albert pour la technique. Et bien sûr, merci à vous, chers auditeurs, qui nous écoutez en France, en Mauritanie et partout dans le monde. Vous pouvez réécouter, podcaster et réagir à l'émission sur Regard d'ailleurs sur RMI. Vous écoutez rmiinfo.com. Regard d'ailleurs.
radiinfo.com. Regarde ailleurs.